Bienvenue à la CFE-CGC. Merci d'avoir rejoint l'organisation pour cette conférence de presse de rentrée qui va être pour moi l'occasion de vous souhaiter au nom de l'organisation, en mon nom personnel, au nom de l'organisation et de ses structures, tous nos meilleurs vœux pour l'année 2018. Une année qui nous réserve, à mon avis, encore bien des surprises et surtout beaucoup de travail. Alors nous aurons tout à l'heure les vœux du président de la République, qui sont des vœux couplés avec alors les vœux des forces vives de la nation, avec les héros de l'année 2017. Et je trouve que ce rassemblement est plutôt bienvenu, effectivement, parce que je crois qu'on peut considérer qu'aujourd'hui, dans une certaine mesure, mais j'aurai l'occasion d'y revenir, parfois, le travail et l'exercice du mandat dans l'entreprise d'un représentant syndical peut tenir du registre de l'héroïsme. Mais on y reviendra. Moi, je voudrais commencer par le premier point, qui est un point pour le coup d'actualité. C'est le mouvement social qui a lieu dans les EHPAD et qui, je pense, mérite qu'on le cite en tout premier lieu pour tout un tas de raisons. D'abord parce que ce mouvement donne lieu à l'expression d'une solidarité et d'une unanimité intersyndicale qui est très remarquable. À une époque, surtout dans un secteur où la représentation syndicale est assez morcelée, il faut bien le dire, eh bien, qu'il y ait un mouvement qui rassemble à ce point l'ensemble des organisations à travers leur diversité est le signe d'un mal profond. Et je pense qu'on peut souligner deux choses à ce titre. D'abord, c'est que toutes les catégories représentées, vous avez lu sans doute le communiqué commun, vous avez pu observer que, et y compris les directeurs des EHPAD s'associent au mouvement pour dénoncer la condition qui est faite et les conditions de travail qui sont faites dans ces établissements-là. La CFE-CGC, pour sa partie santé sociale, participe au mouvement. Et ça nous paraît, nous aussi, d'une logique, d'une symbolique assez forte, parce que ça a quelque chose à nous dire sur la société. La société d'aujourd'hui, dans l'objectif qu'elle se fixe collectivement, et la façon dont les gens le vivent au quotidien. Finalement, une société en prise avec les lois du marché, qui font que, et c'est, on l'entend bien, la revendication à travers presse, radio, télévision, des gens qui travaillent dans les EHPAD, et qui sont confrontés aujourd'hui à des conditions de travail telles qu'ils considèrent qu'ils ne peuvent pas faire tout simplement leur travail et leur mission. Et cette souffrance qui est générée par les conditions dans lesquelles ils doivent exercer aujourd'hui leur métier nous paraît être une souffrance assez caractéristique de ce qui peut survenir dans beaucoup d'endroits, partout où la mise sous contrainte budgétaire et parfois l'incohérence des décisions qui sont prises au plan économique dans les entreprises, font que ceux qui sont en charge de les appliquer, finalement, sont confrontés à des situations paradoxales qui génèrent beaucoup de souffrances psychiques, et j'aurai aussi l'occasion de le revenir. Donc, si vous voulez, c'est un conflit assez particulier, mais qui nous dit beaucoup de choses, et je pense de manière très illustrative et très symbolique, de ce qu'est peut-être un des mâles profonds dans notre société aujourd'hui. Ayant dit ça un peu comme mot en introduction, je vais revenir sur les grands dossiers du moment, bien sûr, qui sont l'assurance chômage, la formation et l'apprentissage. Alors, il se trouve cette date aujourd'hui du mardi 30 janvier est plutôt bien placée. Nous avons eu hier un comité directeur de l'organisation, lundi 29 janvier, qui a permis à l'unanimité de réaffirmer les points d'ancrage de la CFE-CGC dans ces trois dossiers qui sont aujourd'hui, et dans des conditions différentes, sous l'angle de la négociation entre partenaires sociaux, mais aussi négociation et concertation avec le gouvernement. Je reviens en premier lieu sur le dossier de l'assurance chômage, pour dire trois choses. L'assurance chômage est un dossier qui a une part technique importante, comme souvent d'ailleurs tous les dossiers. On aime bien, nous, faire ça dans les organisations syndicales, faire la part des choses entre ce qui est le domaine du technique et ce qui est le domaine du politique. La part technique de l'assurance chômage est importante et ce qui nous paraît intéressant à ce titre, c'est que le débat autour de l'assurance chômage a permis de mettre en évidence un certain nombre de données économiques qui ne sont pas suffisamment mises en avant. Et notamment le fait que le régime d'assurance chômage, si on le dépollue en termes de bilan de ce
des charges qui pèsent sur le régime et qui ne sont pas de nature d'indemnisation, comme le financement de Pôle emploi, tout un tas de choses, eh bien en fait ce régime est à l'équilibre depuis 20 ans. Ce régime, aujourd'hui tous les économistes qui sont un peu sérieux et qui interviennent sur le sujet le disent et le démontrent, ce régime géré par les partenaires sociaux est en équilibre depuis 20 ans. C'est quelque part, on peut le considérer comme une forme de modèle, premièrement. Deuxièmement, ce n'est pas, contrairement à ce qu'on dit, un régime plus coûteux que les autres. Si on regarde au niveau, dans un panel européen, le régime d'assurance chômage français se situe dans une moyenne. Ce n'est pas un régime qui génère ce qu'on appelle un aléa moral plus important que les autres. Ce que les économistes appellent l'aléa moral, c'est la faculté qu'a chacun de profiter d'un régime au-delà de ce que le régime lui doit en termes d'allocation. Eh bien, un régime considéré comme particulièrement généreux à tort ne génère pas plus d'aléa moral. On a beaucoup parlé à l'occasion du débat sur l'assurance chômage, du contrôle nécessaires pour les allocataires. On a aujourd'hui des chiffres entre les mains, des chiffres extrêmement fiables. Le taux de fraude, entre guillemets, est de l'ordre de 0,4 minimum à 1% maximum. Mais à l'occasion des questions que vous pourriez poser, j'aurai l'occasion d'y revenir. Donc ce qui nous paraît intéressant de porter au débat, c'est que finalement, par rapport à une crainte que l'on pouvait avoir, il y a un an. Pourquoi il y a un an? Un an, rappelez-vous, c'était le début d'une campagne électorale assez dense qui allait monter en puissance et charrier beaucoup de points de vue, parfois beaucoup de lieux communs sur la question du paritarisme, sur la question des organisations syndicales et de leur intervention dans le champ social. On a parlé de privatisation, on a parlé d'étatisation du régime à cette époque, et c'est pas inintéressant de regarder aujourd'hui, après une phase de concertation plutôt positive, et désormais qu'on est rentré dans une phase de négociation entre partenaires sociaux, à quelle situation on est aujourd'hui. Premièrement, les 8 partenaires sociaux qui sont gestionnaires du régime ont, et c'est suffisamment rare pour être signalé, ont publié un document commun de 8 pages pour rappeler leur rattachement au régime. Je pense que ça, c'est particulièrement remarquable, et ça pèse beaucoup dans le débat, et il faut le rappeler. Après que j'ai rappelé tout à l'heure ce qu'on peut considérer comme étant une performance économique du régime et de la gestion par les partenaires sociaux qui ont su, à travers les vicissitudes des crises économiques que l'on a accumulées depuis 20 ans, adapter les différents paramètres qui permettent l'équilibre du régime. Donc, nous avons réaffirmé hier au comité directeur l'attachement de la CFE-CGC à la gestion paritaire pour la raison principale que ça permet de laisser en responsabilité en tant qu'acteurs ceux qui représentent, ceux qui financent finalement le régime et son équilibre. L'occasion pour moi de rappeler la chose suivante, c'est que 42% des ressources du régime d'assurance chômage sont assises sur des cotisations des membres de l'encadrement, techniciens, agents de maîtrise et cadres. 42% des ressources. 15% des allocations versées vont aux mêmes catégories. Faites la différence, c'est 27% qui sont à mettre au titre de la solidarité intercatégorielle. Et moi, je veux dire au nom de la CFE-CGC que cet effort qui est fait par les catégories de l'encadrement à l'équilibre du régime d'assurance chômage, donc au titre de la solidarité intercatégorielle, est un effort remarquable et qu'on le veut soutenir syndicalement parce que cela représente une certaine idée du modèle de société. Société dans laquelle l'effort collectif qui est fait par les catégories qui ont le moins de risques, statistiquement, même s'il y en a bien sûr, mais si on regarde statistiquement les différentes catégories socio-professionnelles, les catégories de l'encadrement qui ont moins de risques de se retrouver au chômage, eh bien, elles contribuent à l'équilibre du régime à travers un dispositif paritaire dans lequel les acteurs sont responsabilisés. Et nous sommes extrêmement attachés à ce principe-là, quand bien même il soit, et je pose des guillemets à cet endroit, coûteux pour les catégories que nous représentons. Je pense que c'est important que l'organisation syndicale qui représente dans ses statuts et dans la loi les catégories de l'encadrement, la CFE-CGC, réaffirme à travers ces instances collectives son attachement à un régime, celui de l'assurance chômage, qui permet de mettre en évidence les contributions relatives des différentes catégories à l'équilibre du modèle social et de ces différentes structures financières en France. Ça me paraît extrêmement fort et extrêmement important. Et là, pour le coup, ça permet ce sera mon troisième point, de rappeler
pourquoi nous sommes attachés à la CFE-CGC, à conserver au régime son caractère assurantiel et contributif, parce que nous pensons justement que ça fait sa force. Il faut savoir qu'il y a aujourd'hui une certaine tendance très minoritaire dans la société, mais quand même, il faut le savoir, qui considère que l'assiette sur laquelle le régime a posé son principe assurantiel est trop large et qu'on pourrait renvoyer les catégories les moins touchées par le risque du chômage à de l'assurantiel privé. Nous, organisations syndicales, nous considérons que ce n'est pas une bonne chose pour la cohérence, l'équilibre et la solidarité intercatégorielle dans la société. Voilà. C'était important de le rappeler et de rappeler que notre organisation s'est repositionnée de façon très forte hier sur le sujet. Alors, bien sûr, et je terminerai là-dessus sur la question de l'assurance chômage, actuellement l'affaire est un peu complexe parce que le gouvernement, dans sa lettre de mission, qui n'est pas très longue, a souhaité que les partenaires sociaux proposent une solution sur ce qu'on appelle le bonus-malus. C'est-à-dire, et là je vais reprendre un terme, rebasculer un peu dans le technique, c'est-à-dire une solution d'équilibre qui permettrait de réduire la facture des contrats courts sur le régime d'assurance chômage, dont le coût est évalué à 4,3 milliards d'euros, ce qui est un coût extrêmement important. Alors cette affaire n'est pas simple parce que plusieurs formules ont été testées et il faut bien le dire que le MEDEF aujourd'hui a un peu du mal à trouver une cohérence en interne compte tenu du fait que les contrats courts, en vérité, ce n'est pas toutes les branches qui en usent et qui en abusent. Et qu'il est, il faut bien le reconnaître aussi, un peu difficile de faire la part des choses entre les structures professionnelles qui usent du contrat court parce que c'est une nécessité de l'activité, et ceux qui abusent du contrat court parce qu'ils y trouvent un moyen facile de diminuer le coût du travail et de faire peser la différence sur le régime d'assurance chômage. Voilà, c'est un débat dans lequel il est un peu délicat parce qu'il est très technique. Très sincèrement, je crois qu'il faut considérer que la partie patronale a la volonté d'avancer. Très clairement, le gouvernement a mis une pression très forte sur le sujet et vous n'êtes pas sans savoir, si vous regardez les choses de près, que l'élection qui est prévue cette année de renouvellement de la présidence au MEDEF ne vient pas aider non plus les prises de position parce que ce n'est pas sans impact aussi à cet endroit de la négociation. Voilà, je n'ai pas à en dire plus sur le sujet, simplement constater que la recherche d'une solution technique, je dis bien technique, pour pouvoir juguler un peu du surcoût de l'abus des contrats courts n'est pas une affaire simple, parce qu'elle n'est pas sans conséquences aussi sur un certain nombre de sujets politiques. Je veux dire un mot de la formation professionnelle, qui est un sujet particulièrement propice à sortir du cadre. Alors la formation professionnelle, on peut en faire des tonnes, parce que c'est un sujet dont le contenu technique est chaque année un peu plus important. C'est un sujet sur lequel il faudrait être prudent et ne faire qu'une seule réforme tous les 10 ou 15 ans. Il se trouve qu'on a fait l'inverse, puisque en 15 ans, on a dû faire à peu près 5 réformes. Donc c'est un sujet sur lequel, à chaque fois qu'on met en œuvre une réforme, on n'a pas commencé à mesurer l'impact de la réforme précédente. Donc, constatant cela, bon, ça n'empêche pas quand même de rappeler un certain nombre de choses. Et le comité directeur de la CFE-CGC hier a justement permis de réaffirmer ces choses-là. Moi, je ne vais pas ici beaucoup vous parler des tuyaux, des budgets, etc. Souvent, trop souvent, les débats, les discussions autour de la formation professionnelle finissent par un débat de chiffres, de budgets, de moyens, d'intervenants, etc. Nous, ce qui nous intéresse à la CFE-CGC sur la question de la formation professionnelle, c'est de recentrer un peu le débat sur l'efficacité économique. Pourquoi ? On vient nous présenter trop souvent, selon nous, la formation professionnelle comme un outil propice à restaurer une forme, non pas restaurer, mais agir contre une forme d'inégalité sociale qui fait que certains, à l'occasion de la formation initiale, ont passé la période de la formation initiale avec succès, avec plus ou moins de diplômes, et avec une capacité à s'insérer professionnelle plus forte. Et que d'autres, non.
Alors, nous pensons que cette idée est facile, mais qu'en fait elle est fausse. La formation professionnelle, si on la pose comme étant le moyen d'agir vis-à-vis des inégalités sociales liées à l'accès inégalitaire à la formation initiale, on se trompe. La formation professionnelle est un outil de la compétitivité économique. Il faut poser le problème comme ça, et je pense que la CFE-CGC, à ce titre, à mon avis, aborde le débat de façon assez originale. C'est pour ça que je veux le souligner. Et c'est en travaillant via la formation professionnelle sur la compétitivité économique qu'on aura un impact sur l'emploi. On vient nous dire aujourd'hui, formons les gens, grâce à cette formation-là, ils auront un emploi. Nous pensons, nous, qu'il faut faire attention, certes, globalement cette chose est vraie, mais il faut être extrêmement attentif à ce que l'argent investi sur la formation professionnelle permette des parcours tels que la compétitivité des entreprises, la compétitivité économique des entreprises puisse en profiter et puisse de fait, par cette position concurrentielle améliorée, créer, générer des emplois. Que le dispositif doit être vertueux dans ce sens-là. C'est pour ça que nous voulons réaffirmer à la CFE-CGC que il faut être attentif à ce que les moyens qui sont mis à disposition de la formation professionnelle soient encadrés par des dispositifs, par une ingénierie de formation qui permettent d'assurer que le conseil en évolution professionnelle est quelque chose d'effectif et surtout que la mutualisation des moyens permet de faire accéder les gens qui ont un projet d'évolution professionnelle, permettent de leur faire accéder à une évolution professionnelle qui est réellement une évolution qualifiante et qui permet à travers l'évolution de chaque individu de faire évoluer le collectif. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, nous voulons réaffirmer aussi l'importance des branches et des OPCA qui nous paraissent être, même si peut-être elles changeront de nom, peu importe, même si peut-être elles changeront aussi, décaleront un peu leur objet et leur matière d'intervention, il faudra que les OPCA demeurent. Parce que la formation professionnelle, c'est au sein de la branche, il y a tout un dispositif de cohérence entre les observatoires, les compétences, c'est la connaissance des compétences, c'est les CPNE dans les branches. Nous pensons qu'il n'y a pas il y a quelque part de la nature du fantasme que de penser qu'on va rendre un dispositif économiquement efficace en donnant accès au plus grand nombre à une appli sur un smartphone. Voilà, les choses sont dites. La formation professionnelle, c'est un dispositif complexe qui nécessite des compétences précises d'orientation, de conseil, d'expertise pour pouvoir encadrer, manager un individu, une personne qui est en désir d'évoluer professionnellement. Et que ce n'est pas en multipliant les accès directs sans l'encadrement qu'on va rendre les dispositifs de formation professionnelle efficaces. Il faut, d'une certaine manière, un programme. Il faut un programme, il faut une cohérence, il faut une direction des études. Et tout ça doit être géré de façon cohérente, notamment dans les branches, à travers les OPCA, dont on pourrait travailler à redéfinir les missions et les objectifs. Sur l'apprentissage, alors ce n'est pas un sujet facile, l'apprentissage, parce que j'ai eu l'occasion de dire souvent que c'était un sujet qui n'avait pas de contenu politique, puisque tout le monde était d'accord. Regardez aujourd'hui, comme finalement je me trompais, parce que on voit bien à travers je ne vais pas dire la guerre, mais la concurrence qui se fait aujourd'hui entre l'éducation nationale, donc le gouvernement, les régions et le patronat sur les différents dispositifs qui aujourd'hui interagissent avec l'apprentissage, on voit bien la difficulté qu'il y a à mettre autour de la table les différents acteurs dès l'instant qu'on ne prend le sujet que sous l'angle des budgets et de qui va les utiliser et les dépenser. Moi, je veux réaffirmer ici pour la CFE-CGC que l'apprentissage est une grande cause, qu'il faut effectivement tout faire pour le développer, qu'il faut, c'est la proposition qu'on a faite, et moi je suis très heureux qu'elle ait été retenue, qu'il faut débloquer la question de l'âge, et probablement proposer pour les personnes qui sont en reconversion la possibilité de passer par un cycle d'apprentissage qui ne serait pas donc l'apprentissage dans une formation initiale. Bon, tout ça n'est pas forcément d'un impact énorme, mais ce qui est sûr, c'est qu'à travers les différents plans d'apprentissage
qui se sont déployés depuis maintenant, allez, on va dire 15 ans, et qui voient le chiffre des apprentis plafonner entre 350 000 et 400 000. Dès l'instant que tout le monde est d'accord sur le fait que le dispositif d'apprentissage est un dispositif qui permet une meilleure insertion dans le monde du travail, il doit exister des moyens qui permettent, au-delà de toutes les chapelles représentées autour du dossier, il doit exister des moyens qui permettent de rendre attractif pour les entreprises le fait d'embaucher des apprentis, et donc à ce titre de contribuer à la facilité de leur insertion. Et ces moyens sont forcément des moyens incitatifs qui vont être pour une partie importante des moyens financiers. Voilà, c'est assez difficile aujourd'hui d'en dire plus sur ce sujet-là, simplement que de constater que même quand tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut augmenter l'apprentissage, vous voyez que la multiplication des acteurs sur un dossier, et notamment du poids politique de ce que chacun pourra communiquer sur ce qu'il a obtenu dans la négociation, eh bien ça n'aide pas à trouver une solution technique. Nous, on part du principe que quand c'est technique, c'est simple, et quand c'est politique, c'est complexe. Voilà. Ben, il s'avère que même quand le dossier n'apparaît a priori que comme un dossier technique, en vérité, il y a toujours des intérêts politiques qui viennent se glisser dans le dossier et qui le rendent complexe par nature. Et l'apprentissage en est un assez bon exemple. Je voudrais redire un dernier mot sur la formation professionnelle. Il va y avoir probablement fusion des deux dispositifs, le CPF et le congé individuel de formation. Nous étions partis donc sur ce sujet-là un peu pessimistes. Pourquoi ? Parce que la CFE-CGC est très attachée au congé individuel de formation, en cela justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est un dispositif qui permet la mutualisation et donc le renforcement des moyens, mais surtout parce qu'il est identifié sur un projet. Là, pour le coup, il y a un projet individuel, un projet de reconversion, et ce projet est encadré et monté, il est mené avec l'aide d'un conseiller. Donc il y a une compétence d'encadrement. Donc il nous paraît que là, pour le coup, on réunit avec le CIF tous les éléments qui permettent de réaliser une action de formation qualifiante et réussie, qui permet une reconversion. Le CIF a le défaut qu'il est sous-financé, puisque c'est moins de 50% des dossiers qui sont reçus, même à la deuxième présentation. Mais au moins, on a un dispositif dont on peut considérer qu'il est encadré dans la qualité de son résultat. En face de ça, nous avons un CPF, qui est un dispositif qui tarde à prendre son régime de croisière. Alors, on ne peut pas faire de pronostic aujourd'hui, mais on sait que beaucoup de branches ont beaucoup de mal beaucoup d'entreprises ont beaucoup de mal à s'approprier le CPF, qui reprend pour lui un certain nombre un certain nombre des droits qu'il y avait dans le DIF. On a ici un droit individuel. Comme je vous l'ai dit, nous avons de gros doutes sur l'efficacité économique, tant pour les individus que le collectif, sur la multiplication et l'augmentation du droit individuel dès l'instant qu'il n'est pas encadré dans une ingénierie qui permet de le mettre en œuvre. Donc nous étions, c'est vrai, assez inquiets quand on nous a dit que le projet était, on l'avait compris comme ça au départ, de supprimer le CIF et de mettre les moyens attachés au CIF, c'est-à-dire 0,2% de la masse salariale, à disposition d'un CPF renforcé qui passerait de 0,2 à 0,4% de la masse salariale. Bon, nous sommes assez satisfaits de voir que le débat sur le sujet devient un peu plus rationnel et un peu plus responsable, et que finalement, quand bien même c'est vrai, il est probable que l'on gérerait l'accès à ces deux droits-là dans une enveloppe globale, les contraintes, les exigences qui seraient mises à l'exercice de ce droit tendraient plus vers les exigences qu'il y a aujourd'hui sur l'accompagnement, le conseil en évolution professionnelle, qu'il y a plutôt sur le congé individuel de formation. Donc à ce titre, on pense qu'effectivement, on peut envisager la fusion des deux dispositifs sous cet angle-là, mais rester prudent et exigeant sur la qualité des formations et le taux d'évolution des compétences, d'insertion et de réinsertion qui en résulte. Je voudrais parler maintenant d'un sujet qui vient dans l'actualité, et on veut s'en féliciter, c'est l'objet social de l'entreprise. La réforme, la refonte de l'objet social de l'entreprise, qui a 200 ans aujourd'hui.
Alors, il y a eu, la première semaine du mois de janvier, une réunion convoquée par Muriel Pénicaud, associée à cette réunion-là, avec 3 autres ministres, Bruno Le Maire, la ministre de la Justice, dont je m'en excuse tout d'un coup, le nom m'échappe. Voilà, c'est ça, un Belloubet, et puis Nicolas Hulot. Merci au souffleur. Je bois un coup, ça va me... Donc, à cette réunion, un point de départ a été donné à une mission qui a été confiée à Jean-Dominique Sénard et à Nicole Notat. Mission qui elle-même ne partira pas de rien, parce qu'il y a un certain nombre de données et de rapports qui ont été portés au débat. Débat dans lequel la CFE-CGC compte bien être extrêmement active. Et dire ceci, l'évolution de l'objet social dans l'entreprise est fondamentale, absolument fondamentale. Nous considérons aujourd'hui qu'il n'y a pas de perspective positive à l'économie, aux conditions de travail, j'y reviendrai tout à l'heure, à l'évolution très préoccupante de la souffrance au travail, des maladies psychiques, etc., qu'il y a un lien et qu'il n'y a pas d'évolution positive à tous ces sujets-là si on ne remet pas en question l'objet social dans l'entreprise, l'objet commun que cela représente. Et je veux dire tout de suite ici que pour nous, à la CFE-CGC, on ne réglera pas le problème de la compétition dans laquelle aujourd'hui les intérêts capitalistiques ont gagné, la compétition qu'il y a entre le capital humain et le capital financier dans l'entreprise. On ne réglera pas le problème en déportant le rapport de force de l'entreprise dans le conseil d'administration. Je m'explique. Il y a une tendance à laquelle d'ailleurs il y a un débat auquel on participe et qui concerne la participation des salariés ou de leurs représentants au conseil d'administration dans les entreprises. C'est un débat essentiel qu'il faut avoir, ne serait-ce que pour mesurer à l'intérieur du débat des conséquences que ça peut avoir dans l'entreprise sur la définition des critères importants de gestion. Nous pensons, nous, que le sujet clé, c'est quelles sont les décisions que l'on prend dans l'entreprise, pour qui on les prend et pourquoi on les prend. Et qu'à partir de là, tout change d'une certaine façon sur la façon dont on a défini les objectifs. Chacun qui travaille ou a travaillé dans des très grandes entreprises, voire même des entreprises de taille plus modeste, multinationales cotées, savent très bien qu'à partir de la fin des années 90, le seul objectif assigné aux cadres, aux membres de l'encadrement, était de faire tout, quoi qu'il arrive, pour augmenter la rémunération des actionnaires. Et que le monde ne s'est pas toujours développé comme ça. Et que les entreprises, la croissance économique, le développement de l'industrie, le développement des services, ne s'est pas toujours fait selon ce seul objectif. Mais qu'aujourd'hui, on est arrivé à une situation particulièrement problématique, où on voit bien qu'il faut repenser l'entreprise et considérer que l'entreprise est un tout dans lequel un ensemble de ressources constitue l'entreprise et que chaque ressource a son importance, quelque part est indispensable au fait qu'il existe une entreprise. Je vais vous redonner l'exemple que je prends souvent. La ressource électrique, par exemple. Aucune entreprise ne fonctionne s'il n'y a pas de courant. Or, le courant est codifié dans un contrat. Le fournisseur d'énergie vend son énergie à un contrat qui est codifié, souvent sur le long terme. Et le fournisseur d'énergie ne vient pas dire, à la fin de chaque année, bah écoutez, vous savez quoi, j'aimerais bien qu'on me double ma rémunération. Parce que finalement l'entreprise n'a pas si mal fonctionné que ça, ou elle a moins bien fonctionné, enfin je ne sais pas. Peu importe. Le fournisseur d'énergie ne vient pas dire, eh bien, de façon aléatoire, il faudrait tout d'un coup que je me serve un peu plus sur le résultat de l'entreprise. Donc, effectivement, on voit bien que la question est posée aujourd'hui dans la refonte du statut social de l'entreprise, dont la question d'ailleurs va se poser de savoir si cette refonte va avoir un caractère obligatoire ou va avoir un caractère d'adhésion possible. Vous voyez que le dossier est relativement large. Il y a sur le sujet tout un tas d'équipes qui travaillent, de sociologues, d'économistes, mais aussi de scientifiques dont l'évidence de la modernité des conclusions fait qu'aujourd'hui, quand le gouvernement se saisit de ce sujet,
le gouvernement est vraiment dans ce qu'il y a peut-être de plus moderne aujourd'hui comme question à se poser sur l'entreprise, son fonctionnement, la façon de définir ses objectifs et la façon de parler de l'avenir. L'avenir de la société, l'avenir de l'entreprise, l'avenir de cette construction commune, assez originale finalement, de ce que c'est qu'une entreprise, dans laquelle il n'a pas toujours existé le salariat, au cœur même du fonctionnement de l'entreprise. Donc on est vraiment sur un débat qui débute et sur lequel chaque organisation aura sa contribution. Et je voulais rappeler ici l'originalité de la position de la CFE-CGC dans le sujet. Alors c'est difficile, je vais bientôt terminer, hein, c'est difficile de parler à la rentrée sans omettre l'impact des ordonnances sur la vie au quotidien. Alors il y a eu une actualité assez forte sur les ruptures conventionnelles collectives, qui est peut-être la première partie visible des ordonnances Macron. Il y aura dans quelques mois la mise en place des premiers CSE, des élections avec les instances fusionnées de délégués du personnel, de comités d'entreprise, où il ne sera pas inintéressant d'observer quel est cet ordre du jour qui va occuper donc les services RH et les élus du personnel dans les entreprises d'une certaine taille, où c'est la même assemblée qui parlera comme ça du lundi jusqu'au vendredi et probablement toutes les semaines de l'année, des conditions de travail dans les ateliers, du bilan comptable de la société, des perspectives stratégiques, de la formation. Voilà, ce sera l'Assemblée qui tiendra siège permanent et à cette occasion, on pourra reposer un certain nombre de questions, peut-être, pourquoi pas, proposer des évolutions à ce qui a été mis en place à travers les ordonnances sur l'exercice du mandat syndical dans les entreprises, au travers les premières expérimentations qui seront données. Mais le premier sujet, ça a été la rupture conventionnelle collective, ce qui me permet de rappeler la chose suivante. Pourquoi nous étions contre, nous, à la CFE-CGC, contre le dispositif de RCC? Parce que ça nous semble une facilité qui n'emmène pas, justement, les entreprises et leur gestion sur le bon sens. On a parlé depuis 10 ans, peut-être même un peu plus, de la GPEC, la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et regardez comme cet acronyme est fort. On y parle de prévision, donc d'avenir, on y parle de gestion, donc d'encadrement responsable des décisions à prendre, on parle d'emploi et de compétences. On fait le lien entre les compétences et leur évolution et les emplois que cela génère. Force est de constater aujourd'hui que les dispositifs de GPEC qui permettaient d'ouvrir le champ des négociations en interne, du dialogue social intelligent, eh bien, finalement, n'ont pas tout à fait fait recette dans les entreprises. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vient proposer, j'allais dire presque en substitution, un dispositif finalement assez facile à mettre en œuvre, la rupture conventionnelle collective, de faire l'examen de la motivation économique de son plan. Et c'est ça qui est un peu le drame, finalement. C'est que dès l'instant qu'on exonère l'entreprise de travailler sur la motivation économique de son plan, eh bien, on rapproche encore plus l'espace du court terme qui permet de prendre une décision. Il suffira bientôt qu'il y ait un petit coup de vent ou que quelqu'un ait fait l'analyse que dans la pyramide des âges, ce serait pratique si on pouvait faire disparaître tous ceux qui ont plus de 55, de 58 ou de 60 ans dans les effectifs à travers un plan global, sans se poser la question de la compétence qui partira à ce moment-là, et très rapidement, sans possibilité de travailler sur la transmission. Nous pensons que la mise en place de la rupture conventionnelle collective pourrait avoir un impact relativement négatif sur la compétitivité des entreprises. Et c'est bien là qu'est le problème. Ce n'est pas inintéressant non plus de souligner que dans les deux cas qui ont occupé l'actualité, celui sur l'accord chez Peugeot et celui de l'accord chez Pinky, finalement, les partenaires sociaux dans l'entreprise ont pris les uns et les autres des positions différenciées. Dans le cas de Peugeot, il y a eu un débat relativement long. Au départ, il n'y avait pas une majorité. La direction, de son côté, a fait évoluer son plan, a pris en compte un certain nombre d'exigences, ce qui a permis à la direction d'obtenir un accord. Ça n'a pas été le cas chez Pimki.
Donc, ce n'est pas inintéressant non plus de voir, et là je ne vais pas faire exception à mes autres collègues des autres organisations syndicales, à quel point le nouveau contexte qui a été créé par les ordonnances met une pression plus forte, une responsabilité plus importante sur les acteurs des entreprises, les acteurs syndicaux des entreprises, ceux qui portent un mandat syndical dans l'entreprise, et dont malheureusement il faut constater que les moyens pour exercer ce mandat vont être assez largement diminués. Je ne vais pas développer ce point-là maintenant, parce que ce n'est pas forcément le point majeur, mais c'est le point sur lequel nous travaillons beaucoup en interne. La responsabilité des acteurs dans l'entreprise n'aura probablement jamais été aussi importante en termes de conséquences sur la vie des salariés, mais les moyens pour exercer cette responsabilité-là, les moyens qui leur sont donnés ne sont pas facilités, tant en termes d'organisation, d'intervention, que de moyens en heures et en nombre, tout simplement. Je voudrais dire quelques mots de la négociation sur la définition de l'encadrement. Alors évidemment, la CFE-CGC est bien positionnée à cet endroit. CFE-CGC, le syndicat de l'encadrement, pour avoir réclamé pendant plus de 12 mois que cette négociation s'ouvre, finalement, et se féliciter que cette négociation est réussi à prendre une forme concrète, puisqu'il y a eu déjà 2 réunions, et il y aura une réunion par mois jusqu'au printemps. Donc, je veux dire 2 mots sur la position de l'organisation dans ce débat. Rappelez-vous, les termes de l'accord de la fusion Agirc-Arrco parlent de négociations sur la définition de l'encadrement, ce qui permet de mettre à distance la question du statut. Il y avait dans l'Agirc, on parlait de statut cadre. Le statut cadre renvoie à une dimension qui n'est pas datée, mais qui est une dimension sociologique, historique, qu'il faut savoir définir pour, quelque part, un peu la mettre à distance de ce qui est le sujet de la négociation aujourd'hui. Il s'agit aujourd'hui pour la CFE-CGC de travailler, de réfléchir à ce que c'est aujourd'hui qu'être membre de l'encadrement dans une entreprise. Avoir des responsabilités particulières, au titre soit du management, d'une compétence ou d'une responsabilité technique augmentée. On disait dans les années 70 qu'un cadre était la courroie de transmission de la direction. Je dois vous dire que je n'aime pas beaucoup ce terme, qui est un peu daté et qui est un peu caricatural. Il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, quand on est membre de l'encadrement, on a en charge de déployer la politique qui est mise en place par la direction, par les directions, et qu'il faut assumer en tant que membre responsable de l'organisation, parfois, les incohérences de cette politique-là. Et que ça n'est pas simple. Et que ça crée, notamment, un certain nombre de désordres et de troubles, voire de souffrances au travail, dont on voit aujourd'hui que les chiffres ne cessent de nous alarmer. Donc vous voyez qu'il y a effectivement urgence de travailler sur ce sujet-là et de travailler sur ce qu'on appelle, nous, le corpus de devoirs et de droits qui sont attachés à la fonction et aux responsabilités d'un membre de l'encadrement. Et nous pensons, nous, qu'on peut y travailler, et c'est important de le faire et de le définir, de façon interprofessionnelle. Nous pensons que c'est ça qui est important, même si sur un certain nombre de sujets, il va être de la responsabilité des branches professionnelles de décliner un peu plus dans le détail en fonction de leur propre spécificité. Rappelez que dans le dossier, vous aurez des choses un peu plus précises et un peu plus complètes, mais rappelez que dans le métier de l'encadrement, il y a des clauses particulières du contrat de travail, ne serait-ce que sur la non-concurrence, la mobilité. Il y a le droit à exercer son esprit critique et à proposer des alternatives, ça nous paraît absolument fondamental. Un membre de l'encadrement n'est pas qu'une courroie de transmission muette, et s'il y a aujourd'hui un syndicat pour représenter les membres de l'encadrement, ce n'est pas pour rien non plus, c'est pour symboliser dans la société, c'est, je le dis souvent, l'exception française, c'est l'autre exception française, c'est une exception culturelle. Il n'y a pas nulle part dans le monde un syndicat qui agit pour l'ensemble des membres de l'encadrement dans la négociation nationale interprofessionnelle comme en France. Dit autrement, la CFE-CGC est une exception culturelle mondiale. Et je pense qu'on peut être très fier en France d'avoir généré, à travers l'évolution de son tissu social, cette exception-là.
Donc, droit à exercer son esprit critique, droit au désaccord, à son expression, droit au retrait, toutes ces choses-là, nous voulons les apporter dans la négociation. Il y a la question du temps de travail. Rappelez, vous savez, il y a beaucoup d'entreprises qui viennent dire aujourd'hui, et je terminerai là-dessus sur le sujet de la négociation sur l'encadrement, il y a beaucoup d'entreprises, notamment des multinationales, qui disent « je ne sais pas ce que c'est qu'un cadre ». Je trouve ça culotté de la part d'entreprises qui n'ont de cesse, souvent d'ailleurs à partir de leurs directions qui sont extraterritoriales, qui sont souvent en Amérique du Nord, qui n'ont de cesse que de créer des classifications hyper subtiles, hyper complexes, au micron près, pour codifier les responsabilités précises dans les bancs de haies de ce que c'est qu'un cadre. Donc tout ça c'est du pipeau, bien sûr. Ce que ne veulent pas les grandes entreprises multinationales à ce titre, c'est de devoir se référer à une classification, à une codification d'une convention collective dont ils n'ont pas eux-mêmes géré les moyens d'accéder à tel ou tel coefficient. Donc on voit bien qu'il y a une volonté à travers ce discours pour les très grandes entreprises de s'affranchir d'une contrainte qui naît de la législation ou d'un tissu conventionnel de tel ou tel pays. Ce n'est pas inintéressant aussi, dans le débat actuel, de voir quelle est la tendance, comment finalement les intérêts privés des grandes entreprises veulent s'affranchir des contraintes qui naissent de la législation collective nationale. Un point sur l'industrie. Vous savez que nous, à la CFE-CGC, on est très très attachés à tout ce qui touche à l'industrie et à son maintien, à sa défense et à son redéploiement. Rappelant ici, sans rentrer dans les détails des dossiers, vous savez qu'il y a l'actualité de la reprise d'Ascométal. Il y a pas mal de dossiers qui viennent sur la table avec des grandes entreprises capitalistiques qui reprennent des industries françaises. Il y a eu la semaine dernière l'information sur la fonderie d'aluminium de Dunkerque qui serait reprise par un fonds de pension, etc. Donc pratiquement toutes les semaines, il y a un dossier important. Nous, on est extrêmement attentifs à ça et on se félicite que le gouvernement ait remis en place, il n'a pas vraiment remis en place, mais il a, redonné du poids et de la visibilité au Conseil national de l'industrie, avec l'audit des comités stratégiques de filière. Et la CFE-CGC est très très impliquée dans le dispositif, comme elle l'a toujours été, et elle jouera pleinement son rôle dans les futurs comités stratégiques de filière. Nous, on pense, nous, à la CFE-CGC, que cette démarche est bonne. Cette démarche est bonne, elle est ancrée sur des principes de métier, de filière, de compétences. Il y a une vraie logique d'intelligence sur ce sujet-là. Le gouvernement s'est ressaisi de ce dossier il y a plusieurs années, que ce gouvernement actuel ait la volonté manifeste à travers les propositions qu'il fait de rendre vivants les comités stratégiques de filière et le Conseil national de l'industrie. Pour nous, c'est une très bonne chose. Je vais finir par dire un petit mot sur le phénomène de l'intelligence artificielle et de l'impact que ça a sur toute l'économie des services. Et je pense que c'est important parce que, vous savez, nous, la CFE-CGC, à l'occasion du dernier comptage, nous sommes devenus la première organisation syndicale dans le secteur bancaire. Et je veux rappeler ici quelle est notre préoccupation sur cette évolution qu'il y a aujourd'hui, qui est absolument déterminante, radicale, dans tout un pan des métiers des services, qui est l'introduction de la numérisation et de l'intelligence artificielle. Nous, notre position, la CFE-CGC, n'est pas de lutter contre un mouvement qui nous paraît inéluctable. Au contraire, c'est de l'accompagner, considérant que de toute façon, certes, des métiers disparaissent, mais d'autres métiers vont survenir, comme ça a toujours été le cas. Nous ne croyons pas aux ruptures radicales qui feraient disparaître définitivement des pans entiers des emplois, sans générer par derrière un certain nombre d'autres emplois, probablement plus qualifiés. Donc, ce qui nous paraît absolument fondamental, notamment dans le secteur bancaire, c'est que des dispositions soient mises en œuvre dans les grandes entreprises, dans les grands réseaux du secteur bancaire en France, pour accompagner ces mutations et former les salariés.
Voilà, c'est la clé de tout. Il s'agit d'investir dans l'avenir, de ne pas laisser sur le bord de la route les gens qui se sont investis pour une part importante dans leur carrière. Vous savez qu'il y a eu beaucoup d'actualités sur les plans à venir, ou en tout cas qui se préparent dans les grands réseaux bancaires français. Ce qui est important pour la CFE-CGC, c'est que l'investissement soit mis sur la formation des salariés vers les métiers d'avenir, de façon à ce que, la pérennité économique soit sauvegardée et que la garantie soit donnée à chacun des salariés qui pourra évoluer et faire évoluer son métier. Vous avez aussi dans le dossier de presse des éléments sur toute l'implication de la Confédération sur les risques psychiques au travail. Moi, je veux le souligner, nous sommes extrêmement impliqués sur la question de la souffrance psychique, sur les injonctions paradoxales. Vous savez que les chiffres sont extrêmement inquiétants et l'impact que ça a sur l'économie, le PIB, ne doit pas être négligé et nous avons sur ce sujet une présence constante. Je fais le lien avec ce que j'ai dit en introduction sur les EHPAD. Nous pensons, nous, à la CFE-CGC, que le niveau d'avancement d'une société ne se mesure pas au nombre des milliardaires qu'elle contient, mais à l'attention qui est portée aux plus faibles dans la société. Et les plus faibles, ce sont les personnes âgées dépendantes. C'était mon premier point, dont on voit bien à quel point la société, en prise avec les lois du marché, finalement, porte assez peu d'attention. Et ce sont aussi les personnes en situation de handicap pour qui l'intégration dans le monde du travail est parfois très problématique. Je veux souligner ici à quel point l'organisation est impliquée là-dedans. En mot de conclusion, j'ai peut-être oublié, mais vous me donnerez l'occasion peut-être d'y revenir sur un certain nombre de sujets. Guise de conclusion. Alors, il y a eu un moment politique, le deuxième semestre 2017, où on voit bien la partie de chamboule-tout des partis politiques a désorganisé un petit peu les positions de tout le monde. Et ce mouvement de remise en question, finalement, est venu percuter aussi les organisations syndicales. Donc nous aussi. La question s'est posée, effectivement, il y a eu quelques débats sur le sujet. Les partis politiques qui se sont trouvés remis en question, est-ce que cette vague de remise en question de la légitimité ne risque pas d'atteindre les organisations syndicales aussi? Et c'est normal qu'on se pose la question. Mais la réponse, aujourd'hui, nous commençons à l'avoir. Moi, je pense, et je veux dire ici au nom de la CFE-CGC, nous pensons que là où les partis politiques ont échoué, de fait, les organisations syndicales, au contraire, sortent renforcées de cette séquence. Et il est probable, en tout cas moi c'est le pronostic que je fais, il est probable qu'on s'apercevra dans les mois qui viennent que la proposition syndicale, parce qu'il existe une proposition syndicale, une vision de la société, est une proposition très moderne. Pourquoi? Parce que justement, elle est ancrée sur des situations concrètes. Là où les partis politiques ont échoué parce qu'ils étaient hors sol, ils ont perdu le lien avec le terrain. Ils ont perdu toute notion finalement de rationalité de ce que c'est que la vie au quotidien quand on doit mesurer l'impact des décisions qui sont prises de façon macroéconomique. Eh bien nous, organisations syndicales, et c'est notre effort quotidien, parce qu'il faut aussi que nous soyons attentifs à ça, comme nous sommes en prise avec les situations de travail au quotidien, finalement nous sommes en mesure de pouvoir faire une proposition syndicale qui parle aux gens et qui parle à leur quotidien. Et je suis très fier, je termine là-dessus, c'est mon dernier mot, d'être aujourd'hui le président d'une organisation qui peut afficher d'être l'organisation qui a le plus progressé dans le dernier cycle électoral. Comme on n'a pas fait de conférence de presse de rentrée, du coup je ressors un chiffre qui est déjà un peu fatigué, mais que je n'ai pas fini de mettre en valeur, c'est la progression de la CFE-CGC dans le cycle électoral qui s'est terminé à la fin 2016 et qui a été rendu public à la fin du mois de mars 2017, une progression de 17% en progression intrinsèque, plus 83 000 voix, la plus forte progression de toutes les organisations syndicales. Voilà, il y a une petite musique, un petit discours qui dit oui, les syndicats, etc., ils sont en baisse de vitesse. Moi, je ne sais pas de qui on parle. En tout cas, on ne parle pas de la CFE-CGC. Notre syndicat progresse dans les urnes. Nous sommes aujourd'hui organisation numéro 1 dans tout un tas d'entreprises du CAC 40. Je ne vais pas ici toutes les citer, au risque d'en oublier. Nous sommes l'organisation qui a le plus progressé lors du dernier cycle électoral et notre nombre d'adhérents est en progression constante
depuis une dizaine d'années, pas énormément, mais de l'ordre de 1 à 3%. Et je veux dire que ce chiffre est extrêmement important pour nous, parce que ce 1 à 3%, c'est la différence entre ceux qui sortent de l'organisation chaque année. Dieu merci, nous gardons beaucoup de nos retraités, mais quand même, il y a des gens qui, quittant l'activité, quittent l'adhésion syndicale, et ceux qui viennent nous rejoindre. Et nous avons aujourd'hui un panorama plutôt encourageant, responsabilisant pour les années à venir. Voilà. Je vous remercie. À ce stade, je crois avoir fait le tour d'horizon que je voulais faire, craignant de n'avoir été un peu trop long. Donc Jérôme Lepet de l'AEF, question assurance chômage. Il y a 4 ans, la CGC nous expliquait que les cadres payaient trop, avaient une trop grosse contribution au système, que c'était scandaleux, et qu'éventuellement les cadres allaient sortir de l'assurance chômage et créer un système privé d'assurance chômage pour les cadres. 4 ans après, aujourd'hui, visiblement, la CGC est ravie de participer à la solidarité intercatégorielle sur le sujet. Qu'est-ce qui explique ce retournement de positionnement? Et deuxième question sur le même sujet. Aujourd'hui, il n'y a plus de cotisation salariée en tant que telle sur l'assurance chômage. Il y a une compensation par le biais théoriquement de la CSG, mais en fait de la TVA. Est-ce qu'une organisation syndicale, est-ce que les organisations syndicales ont encore vocation à terme à gérer le système paritaire si effectivement il n'y a plus de cotisation salariée, et est-ce que la CGC demande à la réintroduction d'une cotisation? Alors, sur la première question, il y a eu un contentieux à l'occasion de la négociation, effectivement il y a 4 ans, qui a mis en place le délai de carence de 180 jours. La position de l'organisation était tout à fait légitime. Il faut voir comment se passe une négociation. On est dans j'allais dire, dans la zone d'impact encore de la crise d'après 2008, où pour pouvoir générer l'équilibre du régime, il faut que chacun contribue, à travers un sacrifice qui lui est propre, contribue à l'équilibre du régime. À cette occasion, la CFE-CGC a fait remarquer, quand on met en place le délai 40 de 180 jours, rappelez-vous, hein, c'est 6 mois pendant lesquels on n'est pas indemnisé à due proportion, des conditions extralégales de la rupture de son contrat avant d'accéder à l'assurance chômage. On a dit quand même, à l'époque, on dit c'est un peu fort de café. Finalement, ce sont les catégories qui contribuent le plus à l'équilibre du régime qui vont se trouver encore les plus sollicités à cet équilibre-là. On a dit à cette époque, moi j'assume totalement cet héritage, on a dit attendez, ça suffit, on fait toujours payer les mêmes, on les fait toujours contribuer, et quand il s'agit d'aller gratter, c'est ceux qui ont le plus payé à qui on enlève le plus. Et on pense, nous, à la CFE-CGC, qu'une société qui serait basée sur ce principe est une société qui prend un risque. Parce que ceux qui contribuent le plus aujourd'hui à la solidarité du modèle social français, quand on les exclut du bénéfice de ce même modèle, bah, ils vont finir par dire, mais pourquoi je reste dedans? Et donc quand la CFE-CGC, à l'époque, dit, bah, puisque c'est comme ça, après tout, pourquoi on ne ferait pas un régime d'assurance privée? Ça nous coûterait moins cher, c'est vrai. Bah, concrètement, ce serait vrai. Et puis ça permettrait d'augmenter le revenu des sociétés d'assurance, qui permettrait de mettre en place le régime. Ça existe dans beaucoup de pays. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis? Depuis, il y a eu une autre négociation et un accord que la CFE-CGC a signé, celui-là sur l'assurance chômage, avec une réduction du délai de carence de 180 jours à 150 jours. Alors, peut-être que le chemin est faible, c'est ce que j'ai dit à l'époque, mais il n'est pas que symbolique. Il prend en compte le fait que, finalement, ce qui était posé comme un élément dans le rapport de force, dans les revendications du débat, a été entendu. Et que la vérité des chiffres, des contributions de chacun à la solidarité catégorielle, a été prise en compte. Et moi, je porte ici une position qui est une position unanime de mon comité directeur, qui est que l'assurance chômage, comme je le disais au début, gérée par les partenaires sociaux, c'est-à-dire dans lequel les partenaires sociaux savent prendre leurs responsabilités pour pouvoir faire varier les indicateurs de l'équilibre en fonction des données sociales du moment, est le meilleur modèle.
parce que ce sont les acteurs qui le financent qui restent responsables de son équilibre. Et qu'il existe un autre système, le système dans lequel, c'est ce que tu évoquais, c'est l'État qui gère, entre guillemets. Mais l'État gère avec quel argent? Quel est cet argent que l'État gère? Ce sont l'argent qui vient des mêmes, c'est-à-dire les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Les mêmes membres de l'encadrement qui, de toute façon, sont invités à travers la CSG à financer le système ou à travers l'impôt, pourquoi pas. Donc simplement, dans le débat, c'est toujours le même financeur. Et moi, je préfère que ce soit les partenaires sociaux qui, en responsabilité, décident ensemble. Et parfois, ce n'est pas facile. C'est pour ça que c'est toujours intéressant d'invoquer cet accident de parcours, on va dire, d'il y a 4 ans, sur la non-signature de la CFE-CGC, sur l'accord assurance chômage. Appelons ça un accident de parcours. Je pense qu'aujourd'hui, tous nos partenaires sont revenus à plus de raison et une meilleure sensibilité sur la question. Mais je préfère que ce soit les acteurs qui décident des indicateurs, plutôt que l'État, à l'occasion d'une loi budgétaire, qui décide de toujours ponctionner les mêmes et de finalement toujours de moins en moins faire bénéficier ceux qui financent toujours plus le système. Voilà, si je peux me permettre cette expression. Et on le voit bien d'ailleurs, la CSG est un instrument à une assiette plus importante, c'est un instrument pratique, mais c'est un instrument dangereux. C'est l'occasion pour moi de rappeler ici qu'on a, dans cette affaire de transfert sur la CSG, on n'a pas suffisamment commenté l'impact que ça avait sur le niveau de vie et le pouvoir d'achat des retraités. Voilà. Et on voit bien quelle est justement la mesure parfois difficile à contraindre et à négocier quand elle est prise par l'État pour la raison supérieure de l'équilibre de son budget à lui. C'est toujours mieux. Après, d'un autre côté, dans l'accord tel qu'il se précise, il y aura une rétrocession dans le régime, c'est en tout cas ce qui nous a été promis, une rétrocession dans le régime à due proportion de ce que représentait la cotisation. Donc, à ce titre, on aura une bonne garantie de l'équilibre. Mais je dis ici que le système dans lequel la cotisation était assise sur... On avait un régime qui était alimenté par une cotisation sur le salaire, oui, effectivement, était mieux représentatif de l'équilibre social et des responsabilités de chacun. Oui, bonjour François, Patrick de Zwart, Fédération Enermine. Tu as parlé de l'évolution sociale des entreprises, qui me paraît effectivement quelque chose d'absolument fondamental. Par contre, je n'ai pas compris ta position sur les administrateurs salariés. Est-ce que tu penses que c'est une solution indispensable, sachant qu'aujourd'hui, il existe des administrateurs salariés déjà dans des grandes entreprises, administrateurs salariés à qui on peut donner des informations, qui peuvent exprimer leur avis au niveau du conseil d'administration, mais qui, 89 fois sur 10, ne peuvent même pas retourner l'information reçue parce que c'est confidentiel. Donc c'est quand même un problème important. Merci de poser la question, ça me permet de repréciser. Nous, on pense à la CFE-CGC qu'on ne réglera pas la question de l'évolution de l'objet social des entreprises en augmentant de 1 ou 2 le nombre d'administrateurs salariés là où il y en a déjà. Très clairement, c'est non. Et quand bien même on pourrait en augmenter le nombre, leur donner les moyens d'assumer la plénitude d'un mandat de représentant dans le conseil d'administration, pour nous, on ne règle pas le problème, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on décale le rapport de force. Il y a dans l'entreprise un rapport de force, et ce rapport de force, il est vital. Il rend le corps social de l'entreprise vivant. Moi, je ne veux pas supprimer le rapport de force, au contraire. Il faut le codifier, il faut lui donner les moyens d'exister de façon positive. Mais déplacer le rapport de force qui était de façon naturelle dans l'entreprise, entre les salariés et la direction, à tout point de vue, et de façon intelligente, le déplacer dans le conseil d'administration n'est pas régler le problème. Il faut que le conseil d'administration soit saisi d'objectifs de fonctionnement et de développement de l'entreprise qui permettent de respecter toutes les composantes de l'entreprise. C'est ça le sujet. C'est ça le sujet. Et faire que ce ne soit pas le seul capital financier qui soit valorisé. Il faut tout contractualiser dans l'entreprise. Voilà, c'est ça le sujet. Enfin, je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Une anecdote. À la réunion du 5 ou du 6 janvier, je ne me rappelle plus, qui était au ministère, Pierre Gattaz, je vais le citer, est intervenu.
Pierre Gattaz est chef d'entreprise de son côté, en entreprise familiale. Et il a eu cette phrase extraordinaire qui, à mon avis, résume tout le dossier. Il dit, mais moi-même, et c'est le président du MEDEF quand même, enfin encore pour quelques mois, il dit, mais moi, mon entreprise Radial, elle était une entreprise cotée, et puis j'ai vu arriver des actionnaires minoritaires qui sont venus m'embêter dans ma gestion et qui m'ont demandé de délocaliser certaines de mes usines françaises à l'étranger. Et moi, Pierre Gattaz, et il est très sincère à ce moment-là, je vous assure, il dit, mais moi, je voulais garder mes usines en France. Donc j'ai fait sortir mon entreprise de la cote. Qu'est-ce que je dois rajouter? C'est lui qui en parle le mieux finalement. Voilà, la pression des actionnaires sur les décisions stratégiques des entreprises. Voilà, le président du MEDEF lui-même qui l'a décrit dans d'une certaine manière son incohérence par rapport à ce qu'on veut en tant que destin commun pour l'entreprise. Oui, mais dans votre exemple, là, on peut penser qu'il y avait des administrateurs salariés qui allaient dans le même sens. Bah, moi, j'en sais rien. Ce que je veux dire, moi, je ne suis pas contre les administrateurs salariés. Au contraire, vous savez qu'on est extrêmement impliqué sur le sujet. Il est très, très important que dans le conseil d'administration, il y ait des représentants des salariés qui viennent apporter et éclairer les décisions. C'est leur mandat, quelque part, hein, aux administrateurs salariés. Mais Patrick, tout à l'heure, faisait remarquer que le fonctionnement même de ce mandat-là n'est pas simplifié par le fait qu'il y a des difficultés à communiquer, tant de façon descendante que de façon remontante, mais ça permet quand même, c'est vrai, d'éclaircir un peu les esprits. Ce que je dis simplement, c'est qu'on n'interviendra pas sur la question de l'objet social dans l'entreprise, de l'entreprise du XXIe siècle, en ne le traitant que sous l'angle du nombre d'administrateurs qu'on veut mettre. Là où il y en a 2, si on en met 3, là où il y en a 15, si on en met 2, on ne réglera pas le problème. C'est ça que je veux dire. Voilà. Je ne dis pas que c'est pas bien là où il y en a. Au contraire, c'est très bien. Leïla de Comarmont, Les Échos. Sur l'objet social de l'entreprise, quelle définition vous préconisez? Première question. Deuxième question, la CFDT a une sorte de solution intermédiaire au cas où, qui est d'ouvrir la possibilité de faire une possibilité facultative aux entreprises d'ouvrir leur objet social, donc une entreprise d'un troisième type en quelque sorte. Est-ce que vous êtes aussi sur ce sujet-là? Et concernant les administrateurs salariés, est-ce que vous êtes pour une élection des administrateurs ou une désignation syndicale en fonction de la représentativité? Et enfin, que pensez-vous de l'actionnariat salarié? Est-ce que c'est une voie d'entrée aussi pour la CGC? Moi, j'ai envie de dire que nous, on est en phase de réflexion sur tous ces sujets-là. Alors, je vais les reprendre dans le désordre. Sur la question de l'actionnariat salarié, nous, à la CFE-CGC, on est favorable au développement de l'actionnariat salarié, mais on n'est pas méconnaissant des risques que ça comporte et de la nécessité, effectivement, de donner les moyens à l'actionnariat salarié d'agir en bonne intelligence à travers sa représentation, à travers sa constitution, avec l'entreprise et les décisions qu'elle est amenée à prendre. Mais on est favorable au développement de l'actionnariat salarié. Je le dis sans aucune hésitation. Après, sur le mode de désignation des administrateurs salariés, je pense que, en tout cas pour ce qui me concerne, je n'ai pas d'éléments de doctrine précis. Le sujet, effectivement, fait débat. J'allais dire, peu importe. C'est sûr que quand on élit l'administrateur salarié, il porte en lui la puissance du mandat électif qu'il a. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Ce n'est pas tout à fait le même mandat, il faut bien le dire, quand on est élu par ses collègues que quand on est désigné par une organisation syndicale. Voilà. C'est d'ailleurs au passage le sujet qu'il y a sur le conseil d'entreprise, hein, où nous, à la CFE-CGC, on est extrêmement attachés à ce que les prérogatives du délégué syndical tel qu'il existe aujourd'hui, même s'il ne peut être nommé que s'il a été candidat sur une liste, mais quand on est nommé délégué syndical, on est nommé par son organisation et on a le pouvoir et le mandat d'agir au nom de son organisation. On crée quelque part une forme d'indépendance dans l'entreprise sur la décision syndicale qui est à prendre. Mais
Par contre, quand on est élu par ses collègues de travail, on a nécessité d'honorer le mandat vis-à-vis de l'ensemble de la collectivité de travail qu'il a donnée. Et donc, à ce titre, l'administrateur salarié qui a été élu, il nous semble qu'il a plus d'impact dans la valorisation de son mandat que s'il a été nommé. Bon, ce sujet n'est pas forcément déterminant, mais il n'est pas neutre totalement. Après, je l'ai déjà dit sur l'objet social, vous savez, il y a aujourd'hui beaucoup de formes d'entreprises auxquelles les entreprises peuvent adhérer. Tout ça reste assez minoritaire. Au passage, on voit que ça marche plutôt pas mal. Beaucoup d'entreprises qui ont adopté des systèmes collaboratifs, hein, moi je ne suis pas le meilleur expert de toutes ces structures-là, nous montrent, nous prouvent qu'elles sont extrêmement compétitives sur le plan économique. Donc, on voit qu'aujourd'hui, des dispositifs qui sont basés sur l'adhésion volontaire fonctionnent. Mais ça reste assez minoritaire, et il nous semble qu'il faut, sur ce sujet-là, aller bien au-delà, et probablement beaucoup plus vite. Peut-être que ça finira sur le 4e, le 5e ou le 6e modèle d'entreprise auquel les entreprises pourraient adhérer. Mais à ce moment-là, il nous semble qu'on n'aura pas répondu à la question qui est posée. La question qui est posée, elle doit être répondue de façon plus globale et pas dans un dispositif d'adhésion facultative, mais dans un dispositif obligatoire qui fait repenser l'objet commun de l'entreprise et la façon, et au nom de qui et au nom de quoi, les décisions sont prises dans l'entreprise. Ça, c'est la vraie question d'avenir. Mais je pense qu'à ce titre, puisque la question a été posée comme ça, on se différencie plutôt des autres. Oui. Sur la définition, ce que vous voudriez voir inscrit comme objet social. Pardon ? Sur la définition. Alors, à ce stade, sur la définition, moi je ne veux pas répondre trop précisément parce qu'il y a quand même les auditions, il va y avoir débat, on va avoir petit à petit des choses qui vont émerger, même s'il y a aujourd'hui des rapports préliminaires, mais il faudra qu'il y ait dans la définition de l'objet social de l'entreprise quelque chose qui prenne en compte l'intérêt, la contractualisation avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise et qui pose une bonne fois pour toutes que toutes les ressources qui contribuent à l'existence de l'entreprise, à son projet et à son avenir, soient valorisées, soit valorisées en termes d'importance et de contribution à la prise de décision au même niveau. Dit autrement, que le capital financier ne soit pas plus prééminent, par exemple, que le capital humain qui constitue l'entreprise. Nous sommes persuadés à la CFE-CGC que les entreprises qui existeront demain, quand je dis demain, c'est dans 50 ans, sont les entreprises qui seront capables justement de projeter leur vision et leurs projets sur le très long terme. Je vais prendre un exemple, General Electric, qui est dans l'actualité, avec, notamment en France, dans l'actualité industrielle, je n'y suis pas revenu. L'action a dévissé de moitié. La première décision qu'ils prennent au niveau central, au niveau mondial, ils ferment 3 centres de recherche. J'affirme ici que cette boîte est foutue. Voilà. C'est la décision court-termiste la plus débile qui puisse exister. Le cours de l'action dévisse, et alors? On s'en fout. Les usines continuent à tourner. C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Eh bien voilà, la première décision qui est prise, c'est de supprimer, de fermer tout ce qui fait l'avenir de l'entreprise. Ben ça, il faut en finir avec ça. Il faut créer les éléments de contrainte statutaires, légaux, qui feront que ce genre de décisions ne pourront plus être prises, justement. Parce qu'il faudra prendre en compte pour l'avenir de l'entreprise, dans les décisions à prendre, tous les éléments qui la constituent. Oui, Michel Noblecourt, Le Monde. Est-ce que je voudrais revenir sur la CFE-CGC, exception culturelle mondiale. Vous avez parlé d'héritage aussi tout à l'heure. Votre organisation, pendant des années, s'est singularisée par une défense d'un modèle d'économie sociale, d'économie libérale, économie de marché. Est-ce que vous assumez cet héritage, compte tenu des propos souvent virulents que vous tenez sur la financiarisation de la société, sur la mise en cause du droit du travail, ou est-ce que vous vous inscrivez en rupture avec cet héritage ? Moi, je suis l'incarnation de la continuité et de la cohérence de la CFE-CGC. Je vais citer ici, pas de mémoire, mais je le tiens disponible à qui le veut.
les 3 premières pages du discours de Jean-Luc Cazette au congrès de Tours en 1999, c'est-à-dire très exactement il y a 18 ans. Et je dois vous dire que si je me permettais, ce que je ne fais pas, parce qu'après on pourrait me caricaturer, ce que je ne souhaite pas, si je me permettais de citer in extenso les éléments complets du discours de Jean-Luc Cazette en 1990 sur le marché qui veut tout, le marché qui impose tout, le marché qui crée la souffrance, sur le Moloch de la finance, je cite entre guillemets de mémoire. Si je me permettais de ça, j'aurais droit à un article dans le blog du Monde, un des blogs les plus fameux de la presse écrite, où on dirait mais où va la CFE-CGC et que fait donc François Omril? Mais je tiens à dire que moi je l'ai entendu, j'étais au congrès de Tours, c'était mon premier congrès confédéral, et c'était en 1999. Il y a d'autres personnes ici qui y étaient. Donc je suis dans l'exacte continuité de ce qu'a toujours dit la CFE-CGC sur le sujet. C'est-à-dire, finalement, de dénoncer les méfaits d'une économie qui s'emballe et qui met au centre de sa préoccupation, finalement, la rentabilité financière à court terme, et qui, petit à petit, par effet centrifuge, expulse l'humain de ses préoccupations, avec des effets économiques extrêmement délétères, et avec la montée des maladies psychosociales dans l'entreprise, point sur lesquels la CFE-CGC a toujours été en pointe. C'est la CFE-CGC qui, il y a 20 ans, a fait les premières publications sur le stress dans l'entreprise, sur l'impact des organisations sur la souffrance au travail. Et donc, moi, je suis porteur de tout ça. Ce que je pense, pour répondre vraiment très, très sincèrement et très complètement à la question, ce que je pense, c'est que la CFE-CGC n'a pas changé. Par contre, le regard qu'on porte sur l'organisation, petit à petit, change. Finalement, c'est le projecteur qui tourne et qui fait briller certaines facettes de l'organisation qui n'étaient pas forcément mises en lumière. Leïla de Comarmont de nouveau, sur les ruptures conventionnelles collectives, vous avez fait une présentation assez habile des deux premiers dossiers qui se sont posés, Pinky et PSA. Mais il faut dire que l'un n'a pas été signé par la CGC, ni d'ailleurs par aucun syndicat, c'est Pinky, alors que je crois que PSA, c'est autre chose. Il n'empêche que PSA, premièrement, a fait de la GPEC et que manifestement, cet outil, c'est une formalisation juridique différente d'une pratique antérieure. Donc, votre discours sur l'idée que les choses sont en train de changer, etc., est un petit peu compliqué peut-être à argumenter. Est-ce que, quelque part, la CGC de terrain ne vous montre pas que ce nouveau dispositif est très utile quand on fait de la GPEC ? Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est, après tout, les plans de départ volontaires, vous en avez déjà signé des tonnes dans le cadre de PSE. Donc, qu'est-ce qui vous choque là, alors que vos troupes sur le terrain, elles signent? Alors moi, je pense qu'il faut toujours considérer que la décision qui est prise par les responsables syndicaux d'entreprise sont toujours des décisions éclairées. En l'occurrence, les deux exemples, je pense, sont plutôt des bons exemples. Qu'est-ce qui s'est passé chez Peugeot, dont je rappelle que la CFE-CGC est la première organisation syndicale. Pas partout, mais quand même sur la plupart des sites. Chez Peugeot, notre organisation, dans le départ, n'est pas très partante pour signer le plan de rupture conventionnelle collective. Et finalement, après une phase d'interaction avec la direction et avec les différents partenaires syndicaux dans la société, signera le plan. Et je trouve que votre question décrit bien la problématique, effectivement. Ils signeront le plan parce qu'ils considèrent, en tout cas c'est ce que moi j'ai compris, ils considèrent que l'entreprise a finalement, au moment où elle va déclencher son plan de rupture conventionnelle collective, a développé les efforts suffisants à ce que ce ne soit pas un plan qui appauvrisse définitivement et sans retour les compétences de l'entreprise. Ceci dit, personne ne doit être dupe d'une chose, et qui est aussi un risque, c'est que
l'allongement, enfin le décalage de l'âge de la retraite, 60 ans à 62 ans, le passage jusqu'à 43 ans de la durée de cotisation, qui fait que pour certaines catégories d'encadrement, les perspectives désormais sont de travailler jusqu'à 68, 70 ans. Moi, je ne sais pas ce que les entreprises comptent faire à leurs salariés entre 60 et 70 ans, mais nous savons assez bien qu'il y a assez peu de chefs d'entreprise qui ont une grande envie de conserver dans leurs effectifs des gens dont ils font le pronostic qu'ils n'auront peut-être pas la très grande motivation pour y rester. Donc qu'est-ce qui se passe ? Le problème, c'est ce que j'ai dit, de la rupture conventionnelle collective, c'est que ça va être un moyen facile, là où l'entreprise n'est pas vertueuse, de se débarrasser des gens dont elle ne veut plus, il faut regarder les choses en face, et puis de faire supporter le poids pour la collectivité, non pas à la retraite, mais à l'assurance chômage. Parce qu'en vérité, c'est ça qui va se passer. Aujourd'hui, on estime qu'il y a 500 000 personnes qui attendent tranquillement à l'assurance chômage d'avoir les 62 ans, l'âge de la retraite, et qui, il y a 10 ans, auraient déjà été en retraite. Tout le monde connaît quelqu'un qui, aujourd'hui, dont on croit qu'il est à la retraite, et quand on discute avec lui, non, je ne suis pas encore à la retraite, ma retraite, c'est dans 2 ans, aujourd'hui, je suis au chômage. Bon, voilà. Ce n'est pas le sujet, mais on pourrait avoir un débat sur ce transfert de charge. Dans le cas de Pinky, ce que les organisations syndicales ont considéré, c'est que l'entreprise n'avait pas rempli son devoir de garantir en amont que les compétences pouvaient être maintenues dans un plan d'ordre global. Voilà ce que moi je comprends. Et le problème qu'il y a justement avec ces dispositions-là, numéro 1, c'est que c'est... vous savez, dans ce genre de dispositif, il y a toujours quelqu'un que ça intéresse. Et nous, quelque part, organisation syndicale, on est un peu otage de ça, sur le terrain. Sur le terrain, quand la direction dit, ben voilà, je mets à disposition des gens un plan qui vous va permettre de partir à 60 ans plutôt qu'attendre 62 ans, il y a toujours des gens que ça intéresse. Et ça aussi, il faut le prendre en compte. Il faut que l'organisation syndicale gère dans la décision à prendre, à travers le dialogue social, de signer ou de ne pas signer un accord, gère le paradoxe de traiter des populations actuelles mais qui vont partir, et de traiter aussi des conditions de travail, de l'avenir dans l'entreprise, donc des populations qui restent dans l'entreprise. Et croyez-moi, c'est pas simple. C'est pas simple. Je crois qu'il faut pas éluder ça. Mais en même temps, quand le dispositif existe, le problème, c'est celui-là, c'est que un dispositif législatif, il doit être fait pour arbitrer entre le vice et la vertu. Et il ne faut pas qu'un dispositif rende plus facile l'exercice du vice par rapport à la vertu. Et c'est un peu la critique que nous faisons à la rupture conventionnelle collective, c'est que l'exigence portée sur l'entreprise de garantir, à travers une analyse économique de l'évolution de ses compétences, n'est pas suffisante. Et que ça l'amène à prendre des décisions de facilité, et que ce n'est pas une bonne chose pour le plan économique. Même si certains salariés qui seront invités à partir 2 ans plus tôt que d'attendre l'âge de la retraite, eux vont considérer que c'est une bonne chose pour eux. Mais ça, je n'ignore pas ça. Il faut savoir travailler avec ça aussi. Il y a toujours des gens que ça intéresse. Bonjour, Jean-Michel Mazerolle, France Télévisions. Je m'étonne que vous ne parliez pas plus du CSE, de la réforme des instances. Est-ce que vous attendez la fin de l'année pour faire un premier bilan de ce qui va se passer dans les entreprises ? Je vous trouve un petit peu optimiste sur la manière dont les salariés vont devoir gérer un petit peu cette situation, dans la mesure où il y a une forme de contradiction entre, vous dites, plus de gens qui s'engagent dans les organisations syndicales et en même temps l'individualisme qui n'a jamais été aussi fort aussi dans l'entreprise. Et face à cette réforme où les élus vont devoir prendre des responsabilités énormes en termes de charge de travail pour gérer ces instances, quel message vous leur adressez d'une certaine manière ? Alors, je vous remercie de cette question, mais c'est une question qui en fait aborde 4 sujets en même temps. D'abord, je vais la prendre dans le désordre, la question de l'individualisme. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites. Ce que nous constatons dans l'entreprise, ce n'est pas une montée de l'individualisme. Au contraire, nous avons plutôt tendance à observer un phénomène de recherche de valeurs, et notamment de valeurs collectives, et notamment parmi les générations les plus jeunes. On le voit bien, je ne vais pas développer ici, mais on est quand même assez en prise avec le terrain, et on voit bien aujourd'hui que depuis 20 ans, les entreprises ont beaucoup travaillé, généré du désattachement, à travers tout un tas de moyens, des moyens pratiques, mais aussi des moyens conceptuels. Finalement, on a mis dans la tête des gens qu'il ne fallait pas qu'ils s'attachent à l'entreprise. Parce que du jour au lendemain, ils pouvaient se faire virer, aller ailleurs, etc. L'entreprise pouvait changer de stratégie en fonction des aléas économiques et tout ça. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens ?
des salariés. Ils se sont adaptés. Ils ont dit, bon ben ok, moi je ne vais pas m'attacher. Le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les nouvelles générations qui arrivent ont des exigences très très fortes en termes de valeur. Et ça, on le voit. Et c'est très particulièrement mesurable. Et ça pose... Nous, on pense que ça pose un problème à l'entreprise, même si on considère que c'est une valeur ajoutée, globalement, pour la société. Mais ça ne va pas être facile, effectivement, de compiler tout ça. Dit autrement, nous ne faisons pas le constat d'une montée de l'individualisme dans l'entreprise. Au contraire, ce sont des exigences qui se décalent. Maintenant, vous posez une question ultra pertinente sur les conditions qui sont faites à l'exercice du mandat syndical avec le nouveau CSE. Et vous avez raison, moi je communique assez peu aujourd'hui sur le sujet. On a tourné la page. Vous savez, nous, à la CFE-CGC, on a dit tout ce qu'on avait à dire sur les ordonnances. On a fait un communiqué commun de toutes les fédés de la Confédération le 7 juillet. Ce qui vous attend à la rentrée. Il y a encore les affiches, ici, dans le préau. Et ce qu'on pronostiquait de ce qui attendait tout le monde à la rentrée, finalement, c'est arrivé. Donc, nous, on ne veut pas s'abandonner à un discours un peu trop négatif, qui consisterait à dire on a été trahi, tout ça, peu importe. Il faut avoir un discours responsable. Aujourd'hui, on voit bien, l'enjeu, désormais, il est dans les entreprises. Moi, je fais le pronostic que le gouvernement aura la sagesse, constatant les premières expérimentations sur la mise en place du CSE, de peut-être faire évoluer un certain nombre de choses par voie de décret ou par voie réglementaire sur le fonctionnement du CSE. Nous verrons bien. Ce qui est, c'est vrai, et ce qui m'a amené à le dire au président de la République, ce qui est assez grave finalement, c'est que là où le dialogue social permettait la fusion des instances, par voie d'accord, c'est la loi Rebsamen, désormais on l'a imposé par la loi sans possibilité d'y déroger. Donc finalement, on a un peu méprisé le dialogue social et sa force à travers un texte législatif qui était censé faire sa promotion. Donc ça, on considère effectivement que c'est assez grave. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, la loi, elle existe. L'enjeu, il est dans les entreprises. Il est dans le dialogue social. Les moyens sont diminués en gros de 1/3 à la moitié. Les entreprises conservent la possibilité de restaurer pour partie ces moyens par la voie des accords. Donc moi, je ne veux pas faire de pronostic aujourd'hui. Il faut faire un peu confiance aux acteurs, beaucoup confiance aux acteurs et considérer que les directions sont finalement autant pénalisées que les représentants des salariés dans cette nouvelle instance du CSE. Parce que c'était l'intérêt des directions que d'avoir des instances diversifiées, avec des gens qui étaient vraiment en prise avec le terrain, permettant de remonter les signaux faibles. Donc dès l'instant qu'il n'y a pas de CSE, qu'il n'y en a pas 10, 20, 30, qu'il n'y a pas eu tout un tas d'articles qui permettent de remonter les premières expérimentations, ce sera un peu compliqué pour nous. Je pense qu'il faut vraiment faire un bilan maintenant. Merci. À la fin de l'année, il y a des élections dans la fonction publique. Les autres confédérations syndicales sont très actives, enfin, commencent à se préparer à cette échéance-là. Est-ce que c'est un enjeu aujourd'hui pour la CFE-CGC? Et est-ce que ou est-ce que c'est un sujet parallèle? Quelle est ton implication sur le syndicalisme dans la fonction publique? Alors l'implication, elle est totale. La CFE-CGC a ce site particulier dans le rapport qu'elle entretient avec la fonction publique, c'est qu'elle est numéro 1 dans un certain nombre de grands ministères, on va dire, de grands ministères nationaux, et elle est trop peu présente dans tout un tas de secteurs de la fonction publique. Donc nous avons depuis plusieurs années un gros travail de fond, j'ai été déjà intervenu 2 fois sur le sujet, un gros travail de fond pour implanter la CFE-CGC dans les différentes fonctions publiques, notamment la fonction publique hospitalière et la fonction publique territoriale aussi. Dans les fonctions publiques nationales, nous sommes déjà implantés, mais c'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un peu une faiblesse de terrain dans une représentation très morcelée, qui est quelque part un peu aussi l'histoire de la représentation syndicale dans la fonction publique, qui est très corporatiste. Et donc, à ce titre, c'est vrai, le corporatisme nuit un peu à une représentation équilibrée et efficace. Mais nous avons un très très gros travail d'implantation. Je considère que la CFE-CGC, qui se développe partout, est une organisation très compétitive parce que justement elle est en prise avec les revendications et l'analyse du moment dans la société.
et qu'elle a sa place, elle doit se développer pareillement dans la fonction publique. Nous avons tout un tas de réussites aujourd'hui d'implantation dans la fonction publique hospitalière et dans la fonction publique territoriale, certes à une échelle qui mérite de toujours croître, mais en tout cas nous avons un vrai projet d'implantation, d'implication, de développement, et le marqueur de l'élection du 6 décembre 2018 sera un marqueur extrêmement important pour nous. Dit autrement, ce qui se passe dans la fonction publique hospitalière, j'en ai parlé en tout début sur les EHPAD, parce que c'est aussi en lien, ce n'est rien d'autre que ce qui s'est passé dans le secteur marchand depuis 30 ans. C'est la mise sous contrainte budgétaire des objectifs de réduction des coûts. Et on voit l'impact que ça a sur l'exercice du métier. Mais ce qui est extrêmement visible, et ce qui est criant de vérité, quand quelqu'un vient témoigner qu'il ne peut pas correctement s'occuper d'un patient, parce que ça parle à tout le monde a été à l'hôpital, ou un de ses parents qui y a été, ou dans une maison de retraite, ça parle à tout le monde, mais finalement c'est exactement la même chose que quelqu'un qui dans l'industrie, dans les services, dans le commerce, connaît cette évolution, cette dérégulation, cette disqualification de la compétence et de la liberté de l'exercer par la mise sous contrainte des coûts. Justin Delépine pour Alternative économique. Je voudrais revenir sur la fusion des régimes de retraite complémentaires AGEC-ARCO et sur la définition de l'encadrement. Concrètement, pour vous, quels sont les éléments de définition de l'encadrement et surtout les limites à l'heure où, ces dernières décennies, la part des cadres s'est largement développée dans l'emploi? Qu'est-ce qui, du coup, limite aussi la définition des cadres? Moi, je ne veux pas limiter la négociation en cours sur la simple question des cadres et sur la simple question du statut. Parce que c'est un piège, finalement. Et puis ça va nous empêcher de penser l'avenir. Hein. On est en train de réfléchir et de négocier ensemble sur quelque chose qui normalement doit nous projeter sur l'avenir à moyen et à long terme. Le statut cadre, je l'ai dit tout à l'heure, a une dimension sociologique, historique, culturelle. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Ça le reste un peu quand même sur le fait tout simple qu'aujourd'hui dans la loi et sur le temps de travail, c'est quand même pas une mince affaire. La référence qui est faite dans la loi 98-2000 au forfait est une référence qui s'accroche sur le cadre, la notion de cadre. Ce n'est pas une mince affaire non plus parce que la notion de cadre permet de définir l'APEC, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en matière de formation, c'est quelque chose qui pour nous est intéressant à souligner comme étant un dispositif paritaire en termes de gestion, qui permet un accompagnement relativement efficace des carrières et du conseil en évolution professionnelle. Donc vous voyez, il y a des marqueurs dans la société. Mais aujourd'hui, finalement, quel est l'exercice sur lequel on est? C'est partant des marqueurs tels qu'ils existent aujourd'hui et en quoi ça parle à la société, en termes d'évolution de carrière et d'effectivité d'exercice de son métier, comment... Prenant les bons exemples, on va trouver ensemble une définition de l'encadrement. Qu'est-ce que c'est qu'être membre de l'encadrement? Sans s'arrêter à ce qu'était un statut, t'es cadre, t'es pas cadre. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'avoir une responsabilité d'encadrement, encadrement technique, finalement participer à la prise de décision collective, qui fera que on emmène avec soi une partie du problème qu'on a rencontré au travail. Réfléchir à la définition de l'encadrement, c'est aussi réfléchir à l'impact que ça a sur les conditions de travail, sur le droit à la déconnexion, sur la mise en œuvre finalement de cette responsabilité avec les moyens modernes qui sont donnés. Et ça nous paraît être une réflexion essentielle. Je ne veux pas faire le pronostic aujourd'hui de la sortie de cette négociation, mais il nous pense qu'il était extrêmement urgent d'avoir cette réflexion. Depuis 20 ans maintenant, depuis 20 ans, aucun cadre, aucun agent de maîtrise en responsabilité opérationnelle n'exerce autrement sa fonction et son métier que devant un écran. C'est tout bête. Il y a 20 ans, on ne travaillait pas par mail. On se téléphonait, on allait se voir. Aujourd'hui, on voit bien comment la structure même du travail a été totalement modifiée, tout simplement par l'arrivée du numérique dans la définition des relations. C'est quand même pas trop tôt maintenant que de s'intéresser à l'impact de ces nouvelles technologies, de ces nouvelles relations au travail, de cette nouvelle transmission des consignes et des responsabilités sur l'exercice même du métier
d'être membre de l'encadrement. C'est ça le vrai sujet. Les droits et les devoirs. Le métier, le périmètre, les responsabilités. Oui. Fabien Claire, Newstank. Que vous s'inspire aujourd'hui des difficultés rencontrées sur la négociation formation professionnelle liées aussi au blocage sur l'apprentissage? Muriel Pénicaud parlait hier d'une prise en otage de l'une par l'autre, alors il y a des pistes de déblocage aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque derrière sur la crédibilité du paritarisme et de la négociation sociale sur des grands sujets qui ont été positionnés par le gouvernement comme étant structurants de la stratégie? Bon, j'ai envie de dire, le paritarisme, il en a vu d'autres, hein, franchement. Le problème de la formation professionnelle, c'est qu'il incarne parfaitement le débat permanent qu'il y a entre ce qui est technique et ce qui est politique. Voilà. On nous dit souvent la formation professionnelle, c'est compliqué. Moi, je pense que c'est une certaine façon de l'envisager qui rend compliqué, parce qu'on ne met pas l'enjeu politique sur la formation professionnelle au bon endroit, en fait. On ne parle toujours que de gestion. Moi, ce que j'ai envie, dans un dispositif comme ça, c'est que les partenaires sociaux, d'une certaine manière, s'intéressent peut-être un peu moins à la gestion, mais s'accordent un peu plus sur les objectifs qu'on va assigner à la formation professionnelle, tant sur le plan individuel que sur le plan collectif, à la nécessité de concevoir la formation professionnelle comme un dispositif mutualisé permettant de renforcer la compétitivité des entreprises et permettant d'offrir à chacun d'avoir un parcours professionnel tant sur la reconversion que sur la requalification, un parcours professionnel valorisant dans lequel il a sa part d'initiative, mais il peut accéder à un dispositif d'encadrement et de mutualisation qui lui permet de réaliser cet objectif-là. La formation professionnelle est basée sur le principe qu'en avançant soi-même, un individu fait avancer le collectif. Voilà. Mais si on ne raisonne qu'en termes de droit, on dévalue l'enjeu politique de la formation professionnelle. C'est un petit peu le problème que l'on a aujourd'hui avec la façon dont le sujet est abordé. Ce qui m'a fait dire tout à l'heure, je termine là-dessus, ce qui m'a fait dire tout à l'heure que j'étais plutôt satisfait de, même si c'est parfois un peu nébuleux, il faut bien le dire, j'étais plutôt satisfait de l'évolution que prend le dossier. À ce jour, donc on est sur un déblocage. Oui, je pense, oui. Et la réunion du 2 aurait donc lieu. On verra bien. Bon. Plutôt optimiste, c'est la tête. Il n'y a plus de questions. Ben écoutez, je vais vous remercier à toutes et à tous pour cette assistance nombreuse et un peu impressionnante. Je vais vous donner rendez-vous, je ne sais pas quand, probablement à la rentrée après les vacances, sauf si une actualité urgente nous permet de motiver une autre conférence de presse. En tout cas, merci beaucoup d'être venu et d'avoir rejoint la CFE-CGC. À très bientôt et bonne journée.